C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Afrique du Sud qui met en cause Israël devant la Cour internationale de justice. Pretoria accuse Israël de commettre des actes de génocide contre les Palestiniens. Objectif de cette procédure, faire imposer un arrêt immédiat de la guerre dans la bande de Gaza. Nous serons au Cap dans ce journal. Cette décision du président burundais Evariste Ndayishimiye a annoncé la fermeture de sa frontière avec le Rwanda, une décision qui fait suite aux attaques menées fin décembre par le groupe Red Tabara, un groupe accusé par le Burundi d'être soutenu par Kigali. La correspondance régionale à suivre. Et puis la fête du vaudou au Bénin, elle a commencé comme chaque année hier à Ouidah. Les célébrations se sont poursuivies aujourd'hui. Le Bénin souhaite faire de ce patrimoine culturel un atout pour le pays. Reportage à la fin de ce journal. Israël a une intention génocidaire contre les Palestiniens de Gaza. Affirmation de l'avocat de la Haute Cour sud-africaine devant la Cour internationale de justice. Israël est mis en cause devant la plus haute juridiction des Nations Unies. L'Afrique du Sud veut convaincre la justice internationale d'imposer à l'État hébreu une suspension immédiate des opérations militaires dans la bande de Gaza. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Plus d'1% de la population palestinienne a été tuée depuis l'offensive israélienne. Mais ce n'est pas sur ce chiffre que les Sud-Africains entendent convaincre la Cour que Israël a commis un crime de génocide. C'est surtout sur l'intention de tuer. Et pour cela, ils s'appuient sur les déclarations officielles de Benjamin Netanyahou, de membres de la Knesset, du ministère de la Défense, ou sur des vidéos de militaires israéliens qui détruisent des villages entiers. Autant d'autorités qui laissent penser que l'État d'Israël a pour intention de faire disparaître les habitants de la bande de Gaza. Pour statuer sur un crime de génocide, il faut plusieurs années, 10 ans par exemple, dans le cas de la Bosnie. Alors Pretoria demande des mesures provisoires urgentes, à savoir un cessez-le-feu et l'accès aux humanitaires. Pour cette experte internationale, l'Afrique du Sud s'appuie sur une jurisprudence existante. What South Africa is asking for is that Ce que l'Afrique du Sud réclame à la Cour internationale de justice, c'est qu'Israël cesse immédiatement son attaque sur Gaza. Pas parce qu'il a été prouvé qu'ils commettent un génocide, mais parce que si, plus tard, on prouve qu'ils étaient en train de commettre un génocide, continuer leurs attaques à ce rythme ne ferait qu'amplifier le crime. Il n'y a aucune preuve confirmant à ce stade l'accusation de génocide. C'est donc une demande de mesures préventives en attendant l'audience sur le fond. That Israel has committed genocide. It's just for interim relief pending the ultimate hearing on the merits. Pour cette experte, la Cour pourrait rendre son verdict rapidement concernant les mesures provisoires d'ici 1 ou 2 semaines. Mais même si le tribunal demande un cessez-le-feu, rien ne dit qu'Israël respectera la décision. Le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda, annonce du président Evariste Ndayishimiye. Il accuse Kigali de soutenir le groupe armé responsable de l'attaque à Bujumbura fin décembre. Kigali dément et dénonce une décision unilatérale. La correspondance régionale de Clément Direma. Le ministre de l'Intérieur burundais a déclaré ce jeudi la fermeture des frontières entre son pays et le Rwanda. Il a qualifié le président Paul Kagame de mauvais voisin et a affirmé chasser les Rwandais du territoire, mais sans plus de détails. Kigali dit regretter cette décision. En décembre dernier, 20 personnes sont mortes près de Bujumbura, la capitale économique burundaise, lors d'une incursion du groupe armé Red Tabara qui s'oppose au gouvernement. Après l'attaque, le président burundais Evariste Ndayishimiye a accusé le Rwanda de loger, financer et ravitailler les Red Tabara. Des allégations rejetées par Kigali, qui de son côté accuse le Burundi de collaboration avec les rebelles FDLR, composés d'anciens génocidaires et opposés au Rwanda. Selon le dernier rapport des experts de l'ONU, des Nations Unies, le Burundi aurait aussi envoyé des troupes en RD Congo pour combattre le mouvement armé M23 que Kigali est accusé de soutenir par également les Nations Unies. Les deux pays ont toujours démenti leur lien avec ces groupes rebelles. Et on reste dans la région avec ces inondations meurtrières en République démocratique du Congo. Et en République du Congo, le fleuve Congo a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans. Le bilan fait état de plus de 300 morts au cours des derniers mois. Shirley Sidbon.
Cette semaine, le fleuve Congo atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'a jamais été aussi haut depuis 1961 et la crue historique que la plupart des habitants de Kinshasa n'ont pas connue. On habite ici depuis notre enfance et c'est la première fois de notre vie qu'on voit une telle situation. Les chemins fréquentés par tous sont désormais inaccessibles. Certains ont réussi à se munir de petites embarcations pour aider leurs voisins. Nous aidons les gens à se déplacer grâce à nos pirogues. Nous leur permettons de se trouver à manger, surtout ceux qui sont coincés chez eux. Nous les ramenons vers la voie principale. Coincés chez eux jusqu'à la décrue, les habitants regrettent le manque d'anticipation des autorités. Moi, en tant qu'activiste, je ne suis pas très étonnée de voir que le niveau d'eau augmente à ce point. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir à quel point il n'y a aucune mesure qui est prise pour toutes ces familles qui sont en train de subir juste les effets du changement climatique qui se manifestent par de fortes inondations. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils construisent où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas d'urbanisation. Pour les experts, les autorités doivent mettre en place un plan d'urbanisation pour faire face aux intempéries de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. C'est le soulagement en Guinée. Le pays est de nouveau approvisionné en gazole. Depuis mercredi, le gouvernement annonce une normalisation progressive de la situation. L'incendie qui avait ravagé le principal dépôt de carburant de Conakry mi-décembre a profondément perturbé les activités économiques du pays. La correspondance régionale de Sarah Sako. C'est une bouffée d'oxygène bienvenue pour les Guinéens. Les citernes ont recommencé à être approvisionnées en gasoil depuis mercredi, depuis l'arrivée de ce navire pétrolier dans le port de Conakry, selon le porte-parole du gouvernement qui a annoncé aussi la fin des restrictions aux stations essence concernant le gasoil. Pour l'essence, en revanche, les consommateurs vont devoir patienter. Selon la même source, une centaine de camions ont fait la navette avec la Sierra Leone voisine pour renflouer les stations de la capitale et de la province, mais cela reste insuffisant pour l'instant. Depuis l'explosion du principal dépôt de carburant il y a un peu plus de 3 semaines, le carburant est rationné en Guinée et c'est toujours le cas pour l'essence. 25 litres par voiture, 5 litres par 2 roues. Il y a des files d'attente interminables devant les stations où il y a des voitures, des 2 roues sur plusieurs dizaines de mètres. Certains consommateurs expliquent même passer la nuit devant la station dans l'espoir d'être servis. Sur le marché parallèle, le prix de l'essence a explosé. Il est vendu jusqu'à 4 fois son prix. Les écoles sont fermées sur ordre des autorités en raison des difficultés à se déplacer et les prix des denrées ont flambé. Une situation très très difficile donc qui a déjà causé des heurts dans plusieurs quartiers de la capitale en début de semaine. Asgouassamgas, ça veut dire bonne année en berbère. C'est aujourd'hui que les berbères commencent à célébrer Yenayer, le nouvel an, un événement festif qui est aussi l'occasion pour les premiers habitants d'Afrique du Nord de revendiquer leur culture et leur identité. Extrait du focus réalisé par Etanaji. Leurs lieux de vie et de rencontre sont disséminés un peu partout dans la capitale. Les descendants d'Imaziren, les hommes libres, forment une communauté berbère soudée, originaires d'Afrique du Nord. Jusqu'ici plutôt discrets en France, ils sont peu à peu sortis de l'ombre ces dernières années. Un renouveau de l'identité amazigh, porté par un milieu militant très actif et de jeunes créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. La compagnie Kif Kif Bledi, créée en 2017, en est la parfaite illustration. Le pays abrite environ 2 millions de berbérophones, en grande partie des Rifins et des Chleuhs du Maroc, et des Kabyles d'Algérie. La France a longtemps été pour les Berbères un espace de contre-pouvoir et de liberté d'expression identitaire. En particulier après les indépendances et l'ère du nationalisme arabe, une période où la pluralité ethnique et la diversité linguistique au Maghreb sont considérées comme une menace à l'unité nationale. Depuis, les moments d'affirmation amazighs se sont multipliés. Que ce soit lors du dernier mondial de football ou pendant les années du Hirak, les Berbères n'hésitent plus à brandir le drapeau tricolore et son sigle rouge, symbole d'une fierté retrouvée. Nous retrouvons Raï Saleh et sa troupe à l'Institut du monde arabe, qui organise ce jour-là son premier festival. La culture amazigh est à l'honneur,
Les artistes font découvrir au public un héritage ancestral avec une mise en scène et des performances où s'entremêlent chants, danses et défilés berbères. Pour la diaspora berbère, la mazirité n'est pas un simple folklore. Elle est partie intégrante de l'histoire et de l'identité nord-africaine. En Afrique du Nord, on célèbre Yinnayer et au Bénin, c'est la fête du vaudou. Elle a lieu tous les ans, le 10 janvier depuis 1992, dans la cité historique de Ouidah. Elle s'est prolongée aujourd'hui. Les autorités souhaitent que le vaudou devienne porteur de richesses pour le pays. Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé ont assisté aux célébrations. Reportage. Cette année à Ouidah, les festivités traditionnelles du 10 janvier ne se limitent plus à des rituels et à des danses sacrées dans des lieux interdits à ceux qui ne sont pas initiés. C'est un retour aux sources pour tous les dignitaires et fidèles vaudous qui agissent pour montrer que le vaudou est tout à la fois une religion, une culture et des arts visuels. Nous voulons contribuer davantage au développement du monde et que l'Afrique retrouve sa place normale. C'est un plaisir pour moi de découvrir des choses qui sont de mon identité, de ma culture. J'ai perdu énormément de temps. Des fois, on a l'impression qu'on cherche quelque chose qu'on a déjà avec nous. Dans le nouveau concept appelé Voodoo Days, au-delà des spécificités culturelles propres au vaudou, le festival s'ouvre à toutes les formes de culture afro durant plusieurs jours, au cœur de la cité historique de Ouidah et à la porte du non-retour. L'objectif est aussi de faire de cet événement un levier pour l'économie touristique. Nous n'avons effectivement pas de pétrole, en tout cas pas en quantité, ni d'or. Nous avons de l'intelligence et nous avons l'avantage d'avoir cette richesse immatérielle qu'est le vaudou. Alors aujourd'hui, ce que nous essayons juste de faire, c'est de lui redonner cette note de noblesse. Le Bénin a fait venir des artistes de renom comme Yemi Alade, Tabou Combo ou Kofi Olomide. Plus de 35 000 personnes pour les concerts et parmi les touristes, de nombreux afro-descendants. Le Bénin Haïti, on a tous ensemble. Je suis surprise de la taille que ça a eu cette année. Juste hier, il y avait un concert, il n'y avait pas de place à Ouidah du tout là. Donc vraiment, je pense que le Bénin peut être fier et j'espère que ça va continuer à grandir aussi. Tout en s'ouvrant au monde, le Bénin entend préserver son originalité et la spiritualité restera toujours au cœur de Voodoo Days, avec la grande cérémonie traditionnelle qui illustre la diversité des divinités vaudou et de leur complémentarité. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Vous pourrez retrouver l'intégralité du focus sur la communauté berbère à Paris à 23h50. En attendant, c'est la suite de Paris Direct avec Claire Hildebrand.